Bienvenue à notre exploration des sources du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui fait pas mal de bruit. Oui, un potentiel accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Exactement. Et la source qu'on a étudiée, une transcription vidéo en fait, elle dit que c'est carrément une catastrophe pour l'économie britannique. Déjà, pas forcément au mieux d'ailleurs. Une situation déjà tendue? C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décortiquer un peu les arguments présentés là-dedans, de comprendre les points clés de l'accord, enfin tels qu'ils sont décrits. Et puis de saisir les conséquences possibles pour le Royaume-Uni, bien sûr. Ce qui est redouté. Voilà, allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour bien commencer, la source, elle rappelle un point intéressant. Oui? Sur les biens échangés, les trucs physiques, il n'y avait pas vraiment de gros déséquilibre commercial. Ah bon? Quel chiffre il donne? On parle d'environ 60 milliards de dollars d'exportation britannique contre 57 milliards d'importations américaines. Assez proche, quoi. D'accord. Du coup, l'analyse se demande un peu, mais pourquoi cette pression américaine au départ alors? C'est juste. Et l'analyse, elle met le doigt tout de suite sur la question des services. Ah oui, les services, c'est différent. Là, le Royaume-Uni exporte beaucoup plus. 118 milliards contre 50 milliards importés en 2023, d'après la source. Un gros excédent pour les Britanniques. D'accord, c'est un point important. Mais l'argument avancé, c'est que l'administration Trump, à l'époque, se serait focalisée uniquement sur les biens tangibles. Ignorant complètement ce surplus britannique dans les services. C'est curieux, non? Peut-être parce que les États-Unis, eux, ils ont un excédent mondial dans les services, donc ça les arrangeait moins d'en parler. C'est une hypothèse de la source. Je vois. Bon, alors cet accord, qu'est-ce qu'il contiendrait vraiment d'après cette analyse? Premier point, et c'est assez frappant, oui. Les tarifs douaniers américains, les taxes en importation, de 10% sur tous les produits britanniques, eh bien, ils seraient maintenus. Ah oui, maintenu. Pas de changement là-dessus côté US. Par contre, dans l'autre sens, zéro tarif sur les produits américains qui entreraient au Royaume-Uni. D'accord. Là, on voit tout de suite l'asymétrie fondamentale pointée par la source. Effectivement, c'est assez net. C'est ça. Et ensuite, l'analyse s'intéresse à des secteurs spécifiques. L'automobile, par exemple. Alors, l'automobile, là, un tarif US de 10%, oui, mais attention, seulement sur les 100 000 premières voitures britanniques exportées. Une sorte de quota, en fait. Exactement, un quota. Et au-delà de cette limite quantitative, paf, ça grimperait à 27,5%. Ah oui, 27,5%. C'est énorme. Et le document précise que le Royaume-Uni exporte environ 140 000 voitures par an. Donc une part non négligeable serait frappée par ce tarif très élevé. 40 000 voitures potentiellement. Ce qui risquerait d'inciter, d'après l'analyse. Ben oui, l'analyse suggère que ça pourrait pousser des marques comme Jaguar ou Range Rover à se dire, pour éviter ça, on va peut-être produire directement aux États-Unis, une délocalisation. Logique économique, même si c'est dur pour le Royaume-Uni. La source parle aussi de l'acier et de l'aluminium. Là, c'est zéro tarif des deux côtés. Ça a l'air plus équilibré, non? Justement, là encore, l'analyse est plus critique, voire pessimiste. Ah, pourquoi? Elle affirme que l'industrie sidérurgique britannique est tellement affaiblie, la source utilise même l'expression quasiment morte, D'accord, c'est fort. que cet avantage serait surtout pour les Américains en fait. Ils pourraient exporter massivement vers le Royaume-Uni sans barrière. Et achever le peu de production locale qui reste. C'est ça l'idée avancée. Et créer une vraie dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis des importations américaines pour ces métaux. D'accord. Et pour l'aéronautique, il y a quelque chose là-dessus aussi? Oui, alors les moteurs Rolls-Royce britanniques qui sont essentiels pour certains avions Boeing, Oui, bien sûr, c'est connu. eux, ils bénéficieraient d'un tarif nul à l'exportation vers les États-Unis. Ça, c'est positif pour Rolls-Royce. Bon, mais j'imagine qu'il y a une contrepartie, hein. Voilà. La contrepartie évoquée dans le document, elle serait assez lourde. Un engagement du Royaume-Uni à acheter pour 10 milliards de dollars d'avions Boeing. 10 milliards. Alors même que le Royaume-Uni a historiquement beaucoup investi dans Airbus, le concurrent européen. Exactement. C'est un point que l'analyse souligne comme étant particulièrement problématique. Et il reste l'agriculture, je crois? Oui, un dernier volet important. L'accord impliquerait l'achat par le Royaume-Uni de 5 milliards de dollars de produits agricoles américains. D'accord. Et là, le point sensible, ce sont les normes. Le fameux poulet chloré et ce genre de choses. C'est exactement ça. La préoccupation majeure concerne les normes sanitaires. Historiquement, au Royaume-Uni, elles étaient alignées sur celles de l'UE, souvent perçues comme plus strictes. Hmm. L'analyse suggère que pour pouvoir importer ces produits américains, le Royaume-Uni devrait potentiellement modifier ses propres normes, les aligner sur des standards américains qui sont parfois différents. Ce qui serait une concession majeure politiquement et pour les consommateurs. Tout à fait. Donc,
Si on résume le portrait dressé par cette source, c'est vraiment celui d'une victoire stratégique pour Washington. Maintien des tarifs, gains sur les exportations. Et un accord présenté comme désastreux pour Londres. La thèse centrale, c'est que le Royaume-Uni, affaibli notamment par le Brexit et isolé, Aurait signé ça un peu sous la contrainte pour sauver les meubles en quelque sorte. oui, pour éviter une rupture totale des échanges, mais en acceptant un marché de dupes qui créerait une grande incertitude pour ces entreprises. Le document compare d'ailleurs cette situation à celle de l'Union européenne. Oui, il met ça en perspective en disant que l'UE, grâce à son poids économique bien supérieur, aurait beaucoup plus de leviers, de cartes en main pour négocier un accord différent, plus équilibré. Ce qui est logique. Et l'analyse va même jusqu'à suggérer que cette situation pourrait pousser certaines entreprises britanniques à déménager vers l'UE pour bénéficier de meilleures conditions. Ah oui, carrément. Le comble après le Brexit. Bon, alors que retenir de cette analyse? Si on apprend au mot, on a un tableau assez sombre, un accord où le Royaume-Uni maintiendrait des barrières sur ses propres exportations. Tout en ouvrant grand son marché intérieur. C'est ça, avec des quotas très stricts dans des secteurs clés comme l'automobile, des engagements d'achat très coûteux et des concessions sur les normes sanitaires. Et le tout signé dans un contexte de négociation perçu comme très défavorable pour Londres. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles seraient les conséquences à long terme de tout ça? Ce qui est fascinant, et c'est un peu la réflexion finale que nous laisse cette source, c'est la trajectoire potentielle qu'elle dessine pour le Royaume-Uni. Si ces arguments s'avèrent justes, cet accord pourrait-il non seulement freiner une éventuelle reprise économique britannique, mais aussi accélérer le déclin de certaines de ses industries phares. Historique même. Créant une dépendance économique accrue vis-à-vis des États-Unis. Exactement. Et l'analyse termine sur une note presque ironique. Ah oui. Elle va jusqu'à suggérer, non sans une pointe de provocation, qu'il voudrait presque mieux pour le Royaume-Uni devenir le 51e État américain pour échapper aux tarifs douaniers. Ah oui, c'est une image forte. C'est une image forte, oui, mais qui invite à réfléchir, je trouve, sur les dynamiques de pouvoir dans les négociations commerciales internationales et sur les choix parfois très difficiles auxquels sont confrontées les nations lorsqu'elles négocient en position de vulnérabilité perçue.